Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le mouvement pour le salut de l'Azawad quitte le CSP, le cadre stratégique permanent, coalition de groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Nouvelle illustration des divisions au sein des groupes armés du Nord Mali. Nous ferons le point dans ce journal. Le Premier ministre mauricien Pravin Jugnot demande à l'ONU de faire appliquer la décision de la Cour internationale de justice au sujet de la restitution de l'archipel des Chagos, toujours sous administration britannique. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et son programme de rachat de titres de dette publique, le Togo devrait bénéficier de ce programme. La BCEAO pourrait racheter 100 milliards de francs CFA de titres de la dette togolaise. Les combats ont repris dans le nord du Mali entre l'armée régulière et le cadre stratégique permanent, le CSP, au sein duquel des dissensions apparaissent. Cette coalition de groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 qui accuse l'armée malienne d'avoir violé cet accord de paix a repris les armes et a attaqué des bases il y a près d'une semaine. Pour sa part, le mouvement pour le salut de l'Azawad a exprimé son désaccord et a indiqué quitter le CSP. Chekomar Kamara. Dans un communiqué daté du 24 septembre 2023, le mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA, un des membres fondateurs du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement CSP-PSD, qui regroupe l'essentiel des groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger, a officiellement déclaré son retrait définitif de cette coalition de factions du nord du Mali. Une décision prise au nom de l'intérêt supérieur des populations du nord et de la nation malienne, précise le communiqué. En effet, le MSA affirme que ce retrait est motivé par le manque de progrès dans la mise en œuvre des accords de paix signés en 2015 et 2020, ainsi que par divergences stratégiques au sein du CSP-PSD. Le MSA estime que ses intérêts et les aspirations de la population de l'Azawad ne sont pas suffisamment pris en compte. Je pense que le MSA a voulu être cohérent avec ses objectifs. C'est-à-dire que le mouvement pour le salut de l'Azawad a été créé dans une dynamique de paix. Et étant créé en tant qu'organisation pour une dynamique de paix, eh bien, il ne pouvait pas s'engager, bien sûr, dans la voie de la belligérance face à l'armée malienne, à l'État malien. Et je pense que c'est pour cela que le MSA donc, a claqué la porte du CSP. Cependant, le mouvement pour le salut de l'Azawad reste engagé auprès du gouvernement du Mali et des responsables de la médiation internationale dans la quête d'une paix juste et durable à travers une mise en œuvre intelligente et diligente de l'accord au bénéfice des populations maliennes. En lisant son communiqué du 24 septembre, on comprend bien aussi d'autres raisons, c'est-à-dire le fait que, eh bien, la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad et ses organisations alliées, eh bien, n'ont pas pris une décision consensuelle le 10 septembre dernier lorsqu'ils ont fait le choix de s'attaquer aux différents camps, aux différentes positions des FAMA, des forces armées maliennes. Et ça, le MSA a dénoncé cette attitude, le fait que cette décision n'a pas été prise de façon consensuelle. Le retrait du mouvement pour le salut de l'Azawad du MSP-PSD est un nouveau signe de la division au sein des groupes armés du nord du Mali. Il pourrait avoir des conséquences importantes pour la situation sécuritaire dans la région. En effet, la violence des groupes armés continue à entraîner le déplacement forcé des réfugiés et des populations locales, notamment dans le nord du Mali, selon le HCR. Le fléau des enlèvements contre rançon au Nigeria. À la fin de la semaine dernière, des hommes armés ont enlevé plus d'une trentaine de personnes, dont au moins 24 étudiants, lors d'un assaut à proximité et à l'intérieur d'une université située dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Mais heureusement, quelques heures plus tard, l'armée a annoncé avoir pu libérer certains otages. Catherine Gombey.
Sept autres étudiants de l'université fédérale de Gusau dans l'état de Zamfara ont été sauvés de leurs ravisseurs par la force opérationnelle conjointe de l'opération Adarin Daji selon les médias locaux nigérians. Les agents avaient déjà sauvé 6 des étudiants, notamment des femmes, peu de temps après que les bandits ont attaqué leur résidence, ciblant des jeunes femmes près de l'université le 22 septembre 2023. Security is everybody's business. La sécurité est l'affaire de tous. La situation à Zamfara est devenue complètement incontrôlable et comme je ne cesse de le répéter, elle a été encouragée passivement ou autrement par les anciens dirigeants. Dans les régions nord-ouest et centre-nord, 2331 civils ont trouvé la mort au premier trimestre 2022. Ces régions ont subi 65% de tous les incidents de sécurité du Nigeria pendant cette période, selon la société de sécurité Beacon Consulting basée à Abuja. Les bandits basés dans les forêts reculées du nord-ouest du Nigeria sont devenus de plus en plus dangereux en 2022, avec une intensification de leurs attaques et leurs enlèvements qui ciblent les étudiants de l'université de Gusau, les villageois et les fermiers. Certaines de ces zones rurales sont négligées. C'est la raison pour laquelle vous verrez ces hommes sans foi ni loi se déplacer avec des camionnettes et enlever des enfants dans les écoles, quelle que soit leur religion, ainsi que quelques fonctionnaires ici et là. Ensuite, ils s'en vont sans craindre des représailles. Le Bureau national des statistiques estime que la crise sécuritaire de la région est le résultat d'une compétition de longue date autour des ressources foncières et hydriques, principalement entre les éleveurs Peul et les agriculteurs majoritairement Hausa, deux communautés qui au fil du temps ont mobilisé des groupes armés pour assurer leur protection. La violence des bandes organisées qui a commencé dans l'état de Zamfara s'est depuis étendue à 5 autres états, Kaduna, Katsina, Sokoto, Kebbi et Niger, le dernier étant situé dans le centre-nord du Nigeria. Les États-Unis et le Kenya signent un accord de coopération pour les 5 prochaines années. Cet accord concerne principalement le domaine de la défense. Il s'agit de renforcer les forces militaires du Kenya au moment où ce pays d'Afrique de l'Est va prendre la direction d'une mission multinationale de maintien de la paix en Haïti, chargée de lutter contre les gangs. Marie-Raphaël Antolo. Le 25 septembre 2023, le Kenya et les États-Unis ont signé un accord de défense qui permettra aux pays d'Afrique de l'Est d'obtenir des ressources et un soutien pour les déploiements de sécurité alors qu'ils s'apprêtent à diriger une mission multinationale de maintien de la paix en Haïti pour lutter contre la violence des gangs. L'accord oriente par ailleurs les relations de défense entre les deux pays pour les 5 prochaines années. Cet accord est un symbole de notre vision partagée pour un meilleur lendemain. Le Kenya et les États-Unis sont impulsés par un but commun et ensemble, nous allons affronter les défis qui se présenteront à l'avenir. Dans le cadre de l'opération de solidarité envers le peuple haïtien, le Kenya s'est engagé à envoyer 1000 agents de sécurité pour lutter contre la violence des gangs dans le pays des Caraïbes. Cette mission, qui doit encore être approuvée officiellement par le Conseil de sécurité des Nations Unies, a cependant déjà reçu le soutien des États-Unis. Les États-Unis restent engagés à travailler avec le Kenya pour aider à ramener la stabilité et la sécurité aux régions africaines et au-delà. Nous apprécions profondément le leadership du Kenya ainsi que son amitié. En Afrique, le Sénégal est déjà prêt à rejoindre le Kenya dans ce déploiement d'une force multinationale qui devra aider la police haïtienne à faire face aux gangs qui sèment la terreur jusqu'à Port-au-Prince. Selon les données de l'ONU, entre le 1er janvier et le 15 août 2023, les violences armées à Haïti ont fait au moins 2400 morts. Pravin Jugnot, le Premier ministre mauricien, exhorte les Nations Unies à faire appliquer le droit international concernant la restitution de l'archipel des Chagos à son pays. Ce territoire de l'océan Indien est sous administration britannique depuis 1968, malgré les résolutions votées à l'ONU. C'est un sujet de la rédaction. Le Royaume-Uni doit mettre fin à son administration des Chagos. Maurice réitère son appel en se basant sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal de l'ONU, qui avait estimé en 2019 que le Royaume-Uni avait illicitement séparé l'archipel des Chagos de l'île Maurice après son indépendance en 1968. Le Premier ministre mauricien, Pravin Jugnot, exhorte l'ONU
à faire appliquer la décision de la Cour internationale de justice. 4 ans se sont maintenant écoulés depuis que la Cour internationale de justice a rendu son avis consultatif sur les conséquences juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice avant son indépendance. La CIJ a dit clairement que l'archipel des Chagos fait partie intégrante du territoire de Maurice et a engagé la puissance coloniale à retirer son administration de cet archipel le plus rapidement possible. Depuis, le gouvernement de Maurice a pris l'engagement ferme de mettre en œuvre un programme de réinstallation dans l'archipel des Chagos pour les ressortissants de Maurice, en particulier ceux qui sont d'origine chagossienne et qui ont souffert une injustice historique. Le bras de fer entre le Royaume-Uni et l'île Maurice au sujet des îles Chagos, un différend vieux de 50 ans. Les Chagos, ce territoire de l'océan Indien, sur lequel le Royaume-Uni a installé une base militaire commune avec les États-Unis sur l'île principale de Diego Garcia. Maurice et le Royaume-Uni ont entamé des négociations sur l'exercice de la souveraineté sur l'archipel de Chagos, sur la base du droit international. Nous espérons que ces pourparlers aboutiront à l'achèvement du processus de décolonisation de Maurice et qu'ils permettront à Maurice de mettre en œuvre son programme de réinstallation. Malgré le droit international, la Grande-Bretagne estime toujours que l'archipel fait partie du royaume. La Grande-Bretagne qui continue d'insister sur le rôle défensif de la base militaire de Diego Garcia. La Kikot Hydro Power Company, la KHPC, une nouvelle entité mise en place au Cameroun, elle est chargée de conduire la construction d'un nouveau barrage hydroélectrique attendu d'ici à 2030. La KHPC devra gérer la construction de l'infrastructure annoncée comme le plus grand barrage hydroélectrique du Cameroun. Le début des travaux devrait se faire à la fin de l'année 2025. L'infrastructure est destinée à résoudre les problèmes d'approvisionnement énergétique. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest annonce son intention d'injecter plus de 990 milliards de francs CFA dans l'économie de la zone ouest africaine. Cette opération se fera dans le cadre d'un programme de rachat de titres de dette publique. Le Togo pourra bénéficier de ce programme avec le rachat de 100 milliards de francs CFA de ces titres au cours de cette opération. Les précisions de Marcel Kouassi. Dans le cadre de son vaste programme de rachat de titres de dette publique, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest prévoit d'injecter 993 milliards de francs CFA dans l'économie de la zone UEMOA. Concernant le Togo, l'institution régionale prévoit le rachat de 100 milliards de francs CFA de titres de la dette publique. Selon les experts, ce rachat qui survient dans un contexte financier tendu, marqué par la hausse récente du taux directeur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de 25 points de base, fixé maintenant à 3,25%, pourrait avoir des implications significatives sur l'économie du pays d'Afrique de l'Ouest. La BCEAO décide justement de racheter ces titres du Togo, va permettre justement au Togo de pouvoir réduire sa dette. Et qui dit pouvoir réduire sa dette va permettre justement d'avoir peut-être moins de charges de la dette et donc moins de remboursement. Donc cela va permettre au Togo de pouvoir utiliser justement l'argent qu'il ne va pas dépenser à rembourser la dette pour pouvoir financer d'autres projets d'investissement. La démarche de la Banque centrale devrait permettre aux investisseurs, majoritairement des banques de la sous-région, de souscrire à de nouveaux titres émis par les États membres pour bénéficier du rachat de leurs anciens titres de maturité initiale, allant de 12 mois à 5 ans et de durée résiduelle s'échelonnant entre 3 mois et 3 ans. Cela permettra à ces pays d'avoir un peu les mêmes effets que pour le Togo, c'est-à-dire une réduction de la dette, pouvoir emprunter moins cher au niveau des marchés et pouvoir surtout ne pas payer la charge de la dette. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest devrait racheter également 80 milliards de francs CFA de titres du Bénin, 130 milliards du Burkina Faso, 295 milliards de la Côte d'Ivoire, 12 milliards de la Guinée-Bissau, 111 milliards du Mali et 205 milliards du Sénégal, alors que le Togo conduit plusieurs opérations de rachat de titres de 17 milliards de francs CFA et 11 milliards de francs CFA en septembre 2023.
le pays d'Afrique de l'Ouest a déjà levé 580 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics par adjudication. La Confédération africaine de football, qui était réunie ce mercredi en comité exécutif en Égypte, a attribué l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour les éditions 2025 et 2027. La 35e édition de la compétition a été attribuée au Maroc. Cette attribution intervient au lendemain du retrait surprenant de l'Algérie. Le Maroc était donc seul dans la course. Pour ce qui est de la CAN 2027, elle sera organisée par 3 pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, une première pour la région Afrique de l'Est depuis 1976. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.